et à tous. Je suis ravie de présenter ce dernier atelier portant sur les compétences de vie. Je suis Leila Ochen, enseignante à l'Institut supérieur de profession infirmière et technique de santé. Je suis doctorante DPU et je prépare une thèse sur la conception et l'évaluation d'une ingénierie de formation des soft skills sous la direction de professeur Khalili, co-dirigée par M. Et donc, dans l'application de cette thèse et la recherche que nous avons obtenue, nous avons voulu montrer quelles sont les compétences de vie. Les compétences de vie sont souvent associées à des compétences que nous utilisons pour faire face aux défis du quotidien. Dans notre cas, ce sont des compétences qui nous permettent de réagir efficacement dans des situations complexes. Réagir, c'est-à-dire prendre les bonnes décisions en moments opportuns. Mais prendre les bonnes décisions en moments opportuns, c'est souvent plus facile à dire qu'à faire, n'est-ce pas? Souvent, on se retrouve dans des situations où nous avons un flux important d'informations, puisque savez-vous que pour prendre une décision, on a besoin de 60 000 pensées qui traversent notre esprit, et que seulement 80% de ces pensées sont en relation directe avec la décision en question. Donc, face à ce flux important de pensées, nous sommes des fois perdus, des fois on est bloqués, des fois on ne sait plus réagir efficacement. Ou si on réagit, on le fait mais de manière inappropriée. Et par la suite, on a des remords. On se dit pourquoi j'ai fait cela, pourquoi j'ai dit cela. Peut-être j'aurais dû réagir de cette manière. Et on a ce sentiment de culpabilité, ce sentiment de colère contre soi qui s'installe. Ça nous arrive à tous, n'est-ce pas? C'est normal, surtout la nuit, j'imagine. Mais dans notre système éducatif, c'est cette erreur de décision arrive à un apprenant, il n'est pas rare qu'il soit affublé d'étiquettes, le décrivons comme un apprenant peu compétent, un apprenant qui est en retard d'apprentissage, un apprenant qui ne suit pas ses collègues, qui n'a pas le même rythme. Le problème est que ces étiquettes ne proviennent pas essentiellement de camarades ou des autres. Ils proviennent également des propres pensées de l'apprenant lui-même. Parce qu'il se dit, je ne suis pas comme les autres, je ne suis pas comme mes collègues. Surtout que nous avons un système éducatif qui est très basé sur l'esprit de compétition. Et on n'a pas de complémentarité. L'apprenant se trouve donc piégé dans un cycle vicieux d'inaction, incompréhension, démotivation et échec scolaire. Pourtant, les études au niveau national et international, elles ont clairement démontré que cet échec scolaire n'est pas une fatalité, que des compétences comme interagir, apprendre à apprendre, notamment à réfléchir, sont des compétences qui peuvent parfaitement s'apprendre dans les classes, à condition que ça commence dès le jeune âge et aussi avoir des enseignants formés et qui comprennent le monde de pensée. Parce que dans les mondes de pensée, c'est un petit peu difficile et complexe. Nous savons tous que dans le monde physique, il y a toujours une action-réaction. C'est-à-dire, par exemple, si je prends le vache, automatiquement il va tomber parce que tout simplement, ils sont attirés par l'effet de la gravité. Donc ce sont des actions prévisibles, claires, qui peuvent même se répéter. Une action, une réaction. Mais dans notre monde de pensée, ce n'est pas toujours le cas. Pour réfléchir, on dit souvent, en fait, qu'on regarde avec les yeux, qu'on entend avec les oreilles, qu'on touche avec la peau, mais c'est complètement faux. Les yeux, les oreilles, la peau ne sont que des récepteurs qui envoient des informations à notre système de traitement de données, qui est notre cerveau. Et ce système de traitement de données, il fait en sorte d'analyser, de filtrer, et par la suite, il propose une réaction. Donc ce n'est pas aussi simple action-réaction, qui est clair et prévisible et qui peut se répéter, c'est plus action, filtre, analyse et puis réaction. Et donc, face à ces informations assez importantes qui émanent de nos récepteurs, l'action ne peut pas se répéter. Elle est imprévisible. Et donc, notre cerveau, il emploie, pour faire vite, pour réagir vite, il emploie un système qu'on appelle les raccourcis cognitifs. Ces raccourcis cognitifs, ce sont des stratégies qui permettent à notre cerveau de répondre rapidement et de réagir rapidement. Pour vous rapprocher un petit peu de cette notion de stratégie cognitive, je vous propose de faire un petit test, une petite expérimentation, ce sera rapide. Je vais vous demander juste
est vache. Et automatiquement, nos raccourcis cognitifs vont nous conduire à la conclusion D, parce que c'est un système de pensée. Et donc, dans ce système de pensée, les théoriciens nous ont informé qu'on a deux systèmes. Un système 1 et un système 2. Un système 1 plus rapide, et le système 2, on réfléchit encore plus. Comme mademoiselle, elle a besoin de plus de temps. Daniel Ekman, qui est un prix Nobel en économie, il a justement écrit un livre pour expliquer comment on est dans ces deux modalités. Une modalité raccourci cognitif, cerveau limbique, qu'on essaie de faire rapidement. Une modalité, en fait, on est beaucoup plus posé et on réfléchit. Et on utilise notre pensée de manière plus rationnelle. Pour vous expliquer la différence entre ces deux modalités, on va rester toujours dans les couleurs pour faire hommage à Ménès et à notre ville de Marrakech. Donc, ce que je vais vous proposer de faire, c'est de dénoter la couleur des mots qui sont écrits de gauche à droite, à haute voix, mais sans lire le mot. De faire abstraction de la signification du mot. Seulement lire, demander la couleur, sans lire. Est-ce qu'on peut le faire? Rapidement, à haute voix. Noir, rouge. Est-ce que quelqu'un a trouvé des difficultés par le non? Très bien. On passe à un deuxième niveau. Le même exercice, la même consigne. C'est facile. Pas du tout. Très bien. Et donc on passe à un troisième niveau. Ça se complique un petit peu. C'est pas aussi facile qu'il y a une première activité. Oui, c'est ça. Et vous voyez que vous essayez de refaire l'activité. En fait, ce qui se passe maintenant, c'est qu'on est dans un niveau de difficulté qui nous pousse à utiliser plus notre système de pensée, un système de rationnel. Et le défi, c'est d'inhiber justement nos fonctions, grâce à nos fonctions exécutives, la réponse automatique qui apparaît pour passer à une deuxième réponse. Et c'est là l'utilité et la clé des compétences de vie. Parce que vous avez remarqué, en fait, en utilisant ce système, ce que vous avez fait, c'est trouver une stratégie qui vous permettait de le faire. Quand vous avez trouvé la difficulté, vous avez essayé de trouver comment faire. D'accord? C'est ce qu'on appelle en fait une stratégie qui émane de l'apprenant lui-même. Et c'est ça la clé de l'entraînement des soft skills, parce qu'il ne s'agit pas d'un enseignement. Il s'agit d'un entraînement. Dans les soft skills, les enseignants ils doivent créer des situations d'apprentissage, scénariser des situations d'apprentissage qui permettent à l'apprenant de se découvrir lui-même et d'apprendre lui-même, et de chercher ses propres modalités, et de chercher comment se développer, comment progresser. Et justement, les recherches que nous avons menées au sein de l'EDPU avec les enseignants de l'ENS, les futures générations d'enseignants, avaient cet objectif, avaient cet intérêt, c'est d'appuyer les enseignants pour passer dans cette dimension complètement adaptative, pour passer justement de cet esprit connaissance à un esprit savoir. La connaissance étant justement une information qu'on partage tous ensemble et sur laquelle on est tous d'accord. Par contre, le savoir, c'est cette connaissance mise en contexte. Et donc, une connaissance sans contexte, c'est une connaissance qui n'a pas d'utilité. Et l'objectif, c'est justement de trouver des stratégies qui permettent à l'apprenant de mettre en mouvement ses compétences, de trouver des situations qui l'incitent à interagir, à réagir, à passer de l'avant, à chercher ses propres motivations. Parce que dans la compétence, il y a la notion, comme vous avez dit, la motivation à apprendre, le pouvoir et le savoir-faire. Mais pour le faire, non seulement incertain, il faut aussi qu'on agisse sur les comportements, plus que sur les enseignements. Il est important d'enseigner et de valoriser le comportement de l'apprenant, lui apprendre à apprendre, lui apprendre à interagir, plus que de lui transmettre un contenu. Et pour cela, il doit aussi avoir une notion de désapprendre. Une notion de désapprendre, pourquoi? Parce qu'on doit toujours réfléchir de manière différente. Vous l'avez dit au niveau des interventions, en fait, chaque contexte est différent, chaque apprenant est différent, chaque situation est différente, et notre objectif, c'est de scénariser des activités qui permettent de le faire. Pour comprendre un petit peu cette notion de désapprendre, je vous propose, excusez-moi, une dernière activité
D'accord? Imaginez devant vous un écran blanc. Imaginez un dessin que vous pouvez décrire simple, que vous pouvez décrire facilement. D'accord? Très bien, merci. Ouvrez les yeux. Visualisez très bien votre dessin sur votre écran blanc. Est-ce que je peux vous demander de vous mettre debout? Vous pouvez le faire. S'il vous plaît. Alors les personnes, visualisez votre dessin. Les personnes qui ont imaginé une fleur, une forme géométrique, une maison ou un chiffre, asseyez-vous. Les personnes qui ont imaginé un volant de neige, un moyen de transport ou un visage, asseyez-vous. Les personnes qui ont pensé à l'arbre, un soleil, un nuage, un animal, un chat, asseyez-vous. Les personnes assises ont un raisonnement logique et normal. Parce qu'une fois qu'on est à l'horizontale, on ne peut plus apprendre